Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le RMS Titanic, l'un des paquebots les plus célèbres et les plus tragiques de l'histoire, est entouré de mystères. C'est particulièrement vrai pour les photographies prises peu avant son naufrage fatidique le 15 avril 1912. Conçu à l'origine comme un symbole de progrès technologique et de luxe, le Titanic a connu une fin désastreuse après avoir heurté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. Nous vous présentons aujourd'hui 20 photos mystérieuses prises avant le naufrage du Titanic. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En plus des 2240 personnes à bord du RMS Titanic lorsque celui-ci heurta un iceberg le 14 avril 1912, il y avait une douzaine d'animaux domestiques. On en sait moins sur Jenny, la chatte qui monta à bord à Belfast et qui erra sur les ponts en tant que chatte désignée du navire pour contrôler la population de rats. Jenny n'a jamais été revue après le naufrage du Titanic dans l'océan Atlantique et a été présumée morte. Cependant, avant le départ du navire, elle avait donné naissance à une portée de chatons début avril 1912. Une fois à bord, Jenny a trouvé un endroit confortable dans la cuisine du navire où un pompier irlandais du nom de Joseph Mulholland a pris soin d'elle et de ses nouveau-nés. Alors que le Titanic quittait Belfast et approchait de Southampton pour préparer son voyage inaugural, Joseph aurait vu Jenny conduire ses chatons un par un vers la terre ferme et quitter le navire. Il a pris cela comme un mauvais présage et aurait choisi de rester sur place, ce qui a provoqué le départ du navire sans lui. Numéro 19. Le navire nommé Californian était le navire le plus proche du Titanic avant qu'il ne heurte l'iceberg et ne coule. L'inactivité du Californian pendant la catastrophe reste l'un des aspects les plus controversés de la tragédie du Titanic. Lors de son dernier voyage avant la catastrophe, le Californian voyageait de Londres à Boston, transportant du coton, du pétrole et du jute. Le soir du 14 avril 1912, le Californian se trouvait dans un champ de glace à 16 à 32 km du Titanic et s'est arrêté sous le commandement du capitaine Stanley Lord pour éviter les icebergs. L'opérateur radio du navire, Cyril Evans, a envoyé des avertissements aux navires à proximité, y compris le Titanic, sur les conditions dangereuses de la glace. Cependant, les opérateurs radio du Titanic étaient occupés à gérer les messages des passagers. L'opérateur radio du Californian n'a pas entendu les appels de détresse du Titanic, mais la vigie du navire a signalé avoir vu un grand navire, le Titanic, au sud. Ils ont constaté que les lumières du navire avaient cessé de bouger, ce qui indiquait probablement que le Titanic s'était immobilisé après avoir heurté l'iceberg. Au cours de l'heure qui a suivi, l'équipage a vu des fusées tirées depuis le navire au loin, ce qui signifie un signal de détresse en mer. Cependant, le capitaine Lord a considéré que ces fusées étaient des signaux de compagnie, une pratique utilisée par certains navires pour communiquer entre eux, et n'a pris aucune mesure immédiate. Si le Californian avait réagi rapidement, il aurait peut-être pu sauver de nombreux passagers du Titanic, voire tous, de la mort dans les eaux glacées de l'Atlantique. Numéro 18. Une théorie de conspiration persistante suggère que JP Morgan, le puissant financier américain, aurait orchestré le naufrage du RMS Titanic. Il aurait agi ainsi pour éliminer des rivaux qui s'opposaient à ses intérêts financiers, notamment en ce qui concerne la création de la réserve fédérale. Selon cette théorie, Morgan aurait fait en sorte que certains hommes influents opposés à la création d'une banque centrale montent à bord du Titanic, sachant que le navire connaîtrait un destin tragique. Cette théorie repose sur le fait que plusieurs hommes riches et puissants opposés à la création d'une banque centrale américaine étaient passagers du Titanic. Ces hommes, dont John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim et Isidore Straus, ont tous eu une influence sur les discussions entourant la création de la réserve fédérale en 1913. L'un des détails les plus intrigants qui alimente cette théorie est que JP Morgan lui-même devait initialement participer au voyage inaugural du Titanic, mais qu'il a annulé son voyage à la dernière minute. À 74 ans, Morgan a affirmé qu'il était trop malade pour voyager, mais selon certaines informations, il aurait été revu plus tard en bonne santé profitant de ses vacances à Aix-les-Bains, en France. Numéro 17. L'histoire des 8 passagers chinois qui ont embarqué sur le Titanic est depuis longtemps un chapitre peu connu de l'histoire du navire. Ces hommes faisaient partie d'un groupe plus large de travailleurs migrants chinois qui voyageaient de Grande-Bretagne aux États-Unis à la recherche d'un emploi.
Le 10 avril 1912, ils embarquèrent sur le Titanic à Southampton, en Angleterre, voyageant en 3e classe et partageant un seul billet, le numéro 16001, ce qui était courant pour les travailleurs afin de réduire les coûts. Leur destination finale était New York, où ils espéraient travailler dans l'industrie de la construction navale. Sur les 8 passagers chinois, 6 ont survécu au naufrage, un taux de survie remarquable comparé au taux de survie global des passagers masculins. Cependant, leurs histoires de survie ont été accueillies avec suspicion et préjugés. Les survivants ont été secourus par le canot de sauvetage 14 et le Carpathia. L'un des survivants les plus remarquables était Fang Lang, qui a été retrouvé accroché à un morceau de l'épave, l'une des inspirations de la survie de Jack dans le film Titanic. Contrairement à d'autres hommes accusés de lâcheté pour avoir embarqué sur des canots de sauvetage, Fang Lang a été retrouvé en train de ramer, aidant d'autres personnes à être sauvées. Au lieu d'être chaudement accueillis, ils ont été expulsés dans les 24 heures en vertu de la loi d'exclusion des Chinois de 1882 qui interdisait aux travailleurs chinois d'entrer dans le pays. Numéro 16. L'iceberg que le RMS Titanic a heurté le 14 avril 1912 reste l'un des icebergs les plus célèbres de l'histoire. Les survivants ont décrit l'iceberg comme imposant et déchiqueté, avec une hauteur estimée de 15 à 30 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Frederick Fleet, le guetteur qui a repéré l'iceberg en premier, l'a décrit comme quelque chose de blanc, un peu plus haut que la proue du navire. D'autres survivants se sont souvenus des traces de peinture rouge sur l'iceberg après la collision, indiquant que le navire l'avait gratté. L'iceberg est probablement originaire de la côte ouest du Groenland, où les glaciers vêlent de gros morceaux de glace dans l'océan Atlantique Nord. On pense qu'il s'est détaché d'un glacier vers 1910 ou 1911 et a été poussé vers le sud par le courant du Labrador. L'iceberg pesait probablement environ 1,5 million de tonnes, avec environ 85 à 90% de sa masse immergée sous l'eau. Après la collision, l'iceberg a probablement dérivé plus au sud et aurait fondu en quelques mois en raison des eaux plus chaudes de l'océan Atlantique Nord. Numéro 15. Selon la légende, une momie égyptienne se trouvait à bord du Titanic, maudite, et aurait contribué au naufrage tragique du 19 avril 1912. L'histoire prétend que la momie, connue sous le nom de momie maudite, avait une longue histoire de malheur et de désastre pour ceux qui la possédaient. La momie appartiendrait à une prêtresse du dieu Amon-Ré et aurait été découverte à Thèbes, aujourd'hui Luxor, en Égypte, à la fin du 19e siècle. L'artefact aurait été maudit, provoquant des tragédies partout où il est passé. La momie aurait été expédiée comme cargaison sur le Titanic, en route vers un musée de New York. Il convient de noter que William Stead, un journaliste britannique qui a péri dans le naufrage du Titanic, avait déjà écrit des articles sur des artefacts égyptiens maudits. Après sa mort, les gens ont lié son intérêt pour les malédictions égyptiennes à la catastrophe du Titanic. On en parle même dans le film de James Cameron Titanic de 1997 où un passager déclare « Il y a une momie à bord ». Numéro 14. Violette Jessop était une hôtesse de l'air et infirmière britanno-argentine surtout connue pour avoir survécu à 3 des catastrophes maritimes les plus tristement célèbres de l'histoire. Le RMS Titanic, le RMS Olympique et le HMHS Britannique. Le RMS Olympique était un paquebot de luxe, le plus grand navire civil de son époque et un navire jumeau du Titanic. Le 20 septembre 1911, alors que Violette travaillait comme hôtesse de l'air, l'Olympique entra en collision avec un navire de guerre britannique, le HMS Hawke, au large des côtes de l'île de Wight. Malgré des dommages importants, le navire réussit à rentrer au port sans couler et Violette s'en sortit indemne. Cependant, l'épreuve la plus célèbre de Violette eut lieu lors de la catastrophe du Titanic. Elle fut chargée d'aider les passagers non anglophones à trouver leur chemin vers les canots de sauvetage. Plus tard, elle a raconté comment un membre de l'équipage lui a tendu un bébé alors qu'elle montait à bord du canot de sauvetage 16. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a servi comme infirmière pour la Croix-Rouge britannique à bord du HMHS Britannique, le 3e navire jumeau du Titanic et de l'Olympique. Le Britannic avait été transformé en navire hôpital et navigué dans la mer Égée le 21 novembre 1916 lorsqu'il a heurté une mine navale allemande et a commencé à couler rapidement. Alors que le Britannic coulait, Violette a sauté par-dessus bord pour s'échapper du navire. Cependant, elle a été tirée sous l'eau par les hélices du navire, mais a réussi à survivre en appuyant sa tête contre la quille du navire. Numéro 13.
Personne ne sait exactement où se trouvait le capitaine Edward Smith quelques instants avant que le Titanic ne heurte l'iceberg qui a scellé son sort. Des témoins ont rapporté l'avoir vu sur le pont peu après la collision, se demandant ce que le navire avait heurté. Bien que le capitaine Smith ait ordonné que les canaux de sauvetage soient prêts, ce n'est que lorsque le second officier Charles Lightoller lui a rappelé que les femmes et les enfants devaient commencer à monter à bord que le protocole d'évacuation a été mis en avant. Smith a fait des rondes régulières pour vérifier les opérateurs radio qui envoyaient fébrilement des signaux de détresse au navire à proximité. À 2 h du matin, le sort du navire étant scellé, Smith a libéré les opérateurs de leurs fonctions, les exhortant à se sauver eux-mêmes. Son corps n'a jamais été retrouvé et ces derniers instants restent entourés de mystères avec de nombreux récits contradictoires. Certains ont affirmé qu'il est tombé par-dessus bord en tenant un bébé, tandis que d'autres pensaient qu'il a coulé avec le navire, accomplissant le devoir traditionnel d'un capitaine. Une autre version suggère qu'il a essayé de s'accrocher à un canot de sauvetage, mais a perdu prise et a succombé aux eaux glacées. Encore plus étranges sont les rumeurs persistantes selon lesquelles Smith ne serait pas mort, mais se serait retiré dans l'Ohio. Numéro 12. Le mystère du gymnase du Titanic fait référence au gymnase du navire, un luxe remarquable pour un paquebot du début du XXe siècle. La survie du professeur de fitness Thomas McCauley et les activités inhabituelles qui s'y déroulaient la nuit du naufrage ont piqué la curiosité. En même temps, les récits des survivants sont contradictoires quant à l'utilisation des équipements d'exercice pendant les dernières heures du Titanic. Le gymnase du Titanic était situé sur le pont des embarcations près de l'entrée de première classe et était une installation ultramoderne pour l'époque. Il comportait un cheval et un chameau mécanique pour les exercices d'aviron, des rameurs pour l'entraînement cardiovasculaire et un vélo. Certains survivants ont rapporté avoir vu des passagers dans le gymnase pendant le naufrage, notamment des femmes chevauchant le cheval mécanique et des hommes faisant du vélo. Un témoignage célèbre provient du colonel Archibald Gracie, un passager de première classe éminent qui a survécu. Il a affirmé avoir vu des gens utiliser les rameurs pour se préparer à l'épreuve de se retrouver dans l'eau. Cela a donné lieu à des théories selon lesquelles certains passagers seraient restés dans le gymnase en guise de déni ou pour se tenir chaud pendant que le navire coulait. Numéro 11. Masabumi Hosono fut le seul passager japonais à survivre au naufrage du RMS Titanic le 15 avril 1912. Sa survie suscita la controverse au Japon, où il fut qualifié de lâche pour s'être sauvé au lieu d'adhérer au code Bushido qui plaçait l'honneur au-dessus de la vie. En 1912, il se rendit en Russie pour travailler, puis décida de rentrer au Japon via l'Europe. Ce voyage le conduisit à embarquer sur le Titanic à Southampton en Angleterre en tant que passager de 2e classe. Au début, Masabumi accepta son sort, sachant que les hommes n'étaient pas autorisés à monter à bord des canots de sauvetage. Plus tard, il raconta qu'il avait secrètement regardé d'autres hommes monter dans les canots de sauvetage et lorsqu'un officier appela plus de passagers pour remplir le canot de sauvetage 10, il saisit l'occasion de monter à bord. Après son arrivée à New York, Hosono écrivit une lettre à sa femme expliquant comment il avait survécu et le traumatisme qu'il avait vécu. Les journaux japonais l'ont qualifié d'immoral et à la suite du scandale, Hosono a perdu son emploi au ministère des Transports. Numéro 10. Bien que le Titanic ait été présenté comme une merveille d'ingénierie moderne, il n'avait pas assez de canots de sauvetage pour accueillir tous les passagers et l'équipage à bord. Le Titanic avait 20 canots de sauvetage, bien moins que ce qui était nécessaire pour évacuer les 2224 passagers et membres d'équipage. Les constructeurs navals et la White Star Line pensaient que les canots de sauvetage ne seraient nécessaires que pour transporter les passagers vers les navires de sauvetage dans le cas improbable d'un accident. La White Star Line pensait également qu'avoir trop de canots de sauvetage surchargerait le pont et nuirait à l'apparence luxueuse du navire. La conception originale du Titanic prévoyait jusqu'à 64 canots de sauvetage, ce qui aurait été suffisant pour sauver tout le monde à bord. De nombreux canots de sauvetage ont été lancés à moitié vides car les passagers et l'équipage ont sous-estimé la gravité du naufrage. Par exemple, le canot de sauvetage 1 a été lancé avec seulement 12 personnes alors qu'il avait une capacité de 40. L'image de canaux de sauvetage à moitié vide partant, tandis que des centaines de personnes se noyaient dans les eaux glacées de l'océan Atlantique est l'un des aspects les plus poignants de la tragédie du Titanic. Numéro 9. Lorsque le RMS Titanic a coulé, l'une des histoires les plus émouvantes est celle des musiciens qui auraient continué à jouer pendant que le navire coulait. L'orchestre du Titanic était composé de 8 musiciens, dirigés par Wallace Hartley.
Les musiciens étaient censés jouer pour les passagers pendant les repas, les goûters et autres rassemblements sociaux. Les détails exacts de ce que l'orchestre a joué pendant le naufrage du Titanic restent un sujet de débat. Techniquement, les musiciens étaient considérés comme des passagers de deuxième classe et non comme des membres de l'équipage du Titanic. Parce qu'ils étaient considérés comme du personnel non essentiel, ils n'ont pas eu la priorité pour les canaux de sauvetage. Les survivants se souviennent d'avoir entendu des hymnes et de la musique ragtime pendant que les canaux de sauvetage étaient descendus. Le corps de Wallace Hartley a été récupéré avec son étui à violon toujours attaché à lui. Numéro 8. Un incendie s'était déclaré dans le bunker à charbon numéro 6, une zone de stockage du charbon utilisée pour alimenter les chaudières du navire avant même le départ du navire. Les incendies de charbon n'étaient pas rares sur les navires à vapeur de cette époque, mais celui du Titanic était particulièrement tenace. Il aurait brûlé pendant plusieurs jours avant le départ du navire et aurait continué à brûler après le départ. L'équipage a tenté de contrôler et de contenir l'incendie en pelletant du charbon brûlant dans les fourneaux du navire. Cependant, il existe un débat animé sur la question de savoir si l'incendie de charbon a affaibli la coque en acier du Titanic, la rendant plus vulnérable aux dommages causés par l'iceberg. Il a peut-être même rendu le navire moins manœuvrable, rendant plus difficile d'éviter l'iceberg. Des enquêtes ont suggéré que les plaques d'acier du côté tribord où l'iceberg a heurté le navire auraient pu être endommagées par la chaleur extrême de l'incendie, rendant le navire moins résistant à la collision. Certains historiens pensent que la White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic, a peut-être minimisé la gravité de l'incendie. Il existe des théories selon lesquelles la compagnie aurait autorisé le départ du navire malgré l'incendie parce qu'elle ne voulait pas retarder le voyage inaugural qui était considéré comme un événement prestigieux. Numéro 7. L'incident de la quasi-collision avec le SS New York est une partie moins connue mais fascinante de l'histoire du RMS Titanic. Cet incident s'est produit lors du départ du Titanic de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, juste avant son voyage inaugural fatidique à travers l'océan Atlantique. Alors que le Titanic quittait le port de Southampton et entamait son voyage vers New York, la taille et le déplacement immense du navire ont créé un phénomène connu sous le nom d'effet de succion. Cet effet a généré de forts courants d'eau dans le port, tirant les navires voisins vers le Titanic à son passage. L'un de ces navires était le SS New York, un plus petit paquebot de l'American Line qui était amarré à proximité. La puissante succion provoquée par le déplacement du Titanic a provoqué la rupture des amarres du SS New York, ce qui a fait dériver le navire de manière incontrôlable vers le Titanic. Le capitaine Edward G. Smith ordonna au moteur du Titanic de faire marche arrière, tandis que les remorqueurs Vulcan et Neptune intervinrent rapidement pour sécuriser le SS New York et le retirer à temps. Les deux navires se rapprochèrent l'un de l'autre, mais grâce à l'intervention des remorqueurs, une collision fut évitée, ce qui est considéré comme un présage symbolique du désastre qui allait suivre. Numéro 6. Cyril Evans, l'opérateur radio du SS Californian, le navire le plus proche du Titanic, est souvent critiqué pour ne pas avoir répondu aux signaux de détresse du Titanic. Il a été historiquement condamné pour s'être endormi quelques minutes avant que le Titanic ne heurte l'iceberg. S'il était resté à son poste, des centaines de vies auraient pu être sauvées. Au lieu de cela, le Californian est resté silencieux, à seulement quelques kilomètres du Titanic, tandis que le SS Carpathia a parcouru plus de 100 km pour porter assistance. D'autres soutiennent que même si Cyril avait reçu l'appel de détresse du Titanic, le Californian serait arrivé trop tard. On suppose également que Cyril a tenté d'envoyer un avertissement de glace au Titanic cette nuit-là. Cependant, l'opérateur radio du Titanic Jack Phillips lui aurait dit de se taire parce qu'il interrompait un autre message. Numéro 5. David Blair était un officier de la marine marchande britannique qui a joué par inadvertance un rôle dans la catastrophe du Titanic en raison d'un incident impliquant des jumelles manquantes. En tant que second officier à bord lors du voyage inaugural du navire en avril 1912, son absence est considérée comme un facteur ayant contribué au destin du Titanic. Cependant, juste avant le voyage, le capitaine Edward Smith a remanié l'équipage, promouvant Charles Lightoller au poste de second officier et nommant Henry Tinglewild au poste de second officier. En conséquence, David Blair a été retiré de la liste d'équipage et n'a pas navigué sur le Titanic. Déçu par ce changement soudain, David a quitté le navire à Southampton le 9 avril 1912 avant son départ pour New York.
Lorsque David a débarqué, il a pris par inadvertance la clé d'un casier qui contenait les jumelles destinées à l'équipage de surveillance. L'absence de jumelles est souvent citée comme un facteur important dans le naufrage du Titanic, car les vigies avaient du mal à repérer les icebergs sans elles. Frederick Fleet, l'un des guetteurs, a témoigné plus tard que le fait d'avoir des jumelles aurait pu les aider à repérer l'iceberg plus tôt. Numéro 4. Saviez-vous qu'il existe une théorie selon laquelle le Titanic n'était pas réellement le Titanic ? Au lieu de cela, il est suggéré que le RMS britannique a été échangé avec le Titanic dans le cadre d'un complot délibéré visant à couler le navire. Cette théorie propose que le naufrage du Titanic ait été mis en scène ou fabriqué pour permettre aux propriétaires de percevoir une indemnité d'assurance importante. Le Titanic et le Britannic sont presque identiques, et certains pensent que le Britannic a été échangé avec le Titanic la nuit de son tristement célèbre voyage. Étant le plus célèbre des 3 navires de la classe olympique, le RMS Titanic a été construit par la White Star Line avec le RMS Britannic et le RMS Olympique. Les seules différences majeures étaient les équipements de luxe plus importants du Titanic et la coque renforcée du Britannic destinée au service militaire. Un autre élément de la théorie est l'idée que la White Star Line aurait bénéficié d'une indemnité d'assurance si le Titanic avait été perdu en mer. Numéro 3. Le père Francis Brown était un prêtre catholique irlandais et un photographe devenu célèbre pour avoir pris une série de photos à bord du RMS Titanic lors de son voyage inaugural. Brown était à bord du Titanic pendant la première partie du voyage, de Southampton à Queenstown, en Irlande, et a eu la chance de prendre plusieurs photos avant de débarquer. Le père Brown était un photographe passionné et avait reçu un appareil photo de son oncle qu'il utilisait pour documenter ses voyages. À bord du Titanic, il a pris plusieurs photos remarquables, notamment des images de l'intérieur du navire, du pont et de divers passagers. Malgré le conseil d'un membre de la famille de quitter le navire, le père Brown a débarqué à Queenstown juste avant que le Titanic ne poursuive son voyage fatidique vers New York. Sa décision de quitter le navire lui a finalement sauvé la vie. Après la catastrophe, les photographies de Brown sont restées largement méconnues jusqu'à leur redécouverte dans les années 1980. Ces photos du Titanic font désormais partie des documents visuels les plus célèbres et les plus précieux du navire. Numéro 2. Si l'histoire du Titanic est souvent dominée par les pertes humaines, les chiens sont aussi une part remarquable de l'histoire. Il y avait au moins 12 chiens à bord. Seuls 3 ont survécu. Lady, un Poméranian appartenant à Margaret Ice, une passagère de première classe. Elle aurait été aperçue dans un canot de sauvetage et ramenée plus tard aux États-Unis après la catastrophe. Mano, un bulldog français, a été recueilli par Jean et Pierre Roussel, un autre couple de première classe. Jean a pu s'échapper du navire en train de couler avec Mano dans ses bras. Le Pékinois de Marion Wright, une autre passagère de première classe, aurait également survécu, mais les autres ont été abandonnés sur place lors du naufrage. On pense que certains ont été enfermés dans des caisses ou confinés dans les cabines de leurs propriétaires. Numéro 1. La famille Goodwin est l'une des histoires les plus tragiques du Titanic. La famille était composée de Benjamin Goodwin, le père, de sa femme Sylvia et de leurs 5 enfants, Frédéric, Harold, Benjamin Jr., Eleanor et Sydney. Ils avaient réservé des billets en première classe et étaient en route vers l'Amérique pour une nouvelle vie. Benjamin aurait été vu pour la dernière fois alors qu'il essayait de monter à bord d'un canot de sauvetage, mais il a été arrêté par les officiers car les bateaux étaient principalement remplis de femmes et d'enfants. Sa femme Sylvia aurait tenu l'un de ses enfants dans ses bras pendant le naufrage. Frédéric, Harold, Benjamin Jr., Eleanor et Sydney ont également péri, le plus jeune enfant Sydney n'ayant que 2 ans à l'époque. Aucun survivant de la famille Goodwin n'a été retrouvé et leur sort est l'une des nombreuses histoires de pertes et de chagrin qui ont résulté du naufrage du Titanic. Que pensez-vous du Titanic? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.